Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avertissement. Les auteurs des chapitres de cet ouvrage s'expriment à titre personnel et leurs propos n'engagent ni leurs institutions, ni l'Académie d'agriculture de France. Préface. Le bilan des objectifs du millénaire met en évidence une bonne nouvelle. La majorité des pays, 73 des 129 concernés, ont atteint les objectifs fixés pour combattre la sous-nutrition chronique, en réduisant sa prévalence par 2 en 25 ans ou en la ramenant au-dessous du seuil de 5%. De même, la prévalence au niveau mondial, qui frappait 30% de la population mondiale en 1930, est passée de 18,6% en 1990 à 92 à 10% en 2014 à 2016 selon les évaluations de la FAO. Mais que ces chiffres ne nous réjouissent pas trop vite. Ces améliorations sont effectivement le fait des pays émergents, qui ont connu une croissance exceptionnelle pendant la période. Dans le même temps, le nombre de personnes affectées est resté le même, environ 800 millions, et ce constat est d'autant plus désolant que l'humanité dispose aujourd'hui d'aliments en quantité suffisante pour satisfaire les besoins de tous. C'est intolérable. Un enfant meurt toutes les 30 secondes des conséquences de la sous-nutrition. Et dans le même temps, les carences en micronutriments d'un côté affectant aujourd'hui 2 milliards de personnes, le surpoids et l'obésité de l'autre concernant 1,4 milliard, ont pris une importance considérable et leur expansion, extrêmement rapide et préoccupante, en font des problèmes majeurs de santé publique. Que la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle reste l'un des thèmes premiers de l'agenda international, n'a donc rien de surprenant. Que l'un des 17 objectifs du développement durable soit consacré au triple fardeau imposé par cette question hautement prioritaire, ne doit faire l'objet d'aucun doute. Cet ouvrage est donc bienvenu. Saluons à cet égard l'initiative prise par l'Académie d'agriculture de France. Parce que le problème reste entier, mais surtout parce qu'il se déplace et change de nature. À l'instar de l'agenda 2030 adopté à New York en septembre 2015, il revêt aujourd'hui une nature globale et n'est plus uniquement une question du Sud. Il suffit, s'il en était besoin, de flâner dans le métro parisien pour s'en convaincre. Le Comité de la sécurité alimentaire ne s'y était pas trompé, en affirmant juste avant la fin du dernier millénaire qu'il ne s'agissait plus uniquement de garantir au niveau global les apports énergétiques de l'humanité, et que le défi recouvrait de nombreuses dimensions liées à l'accès, à la stabilité dans le temps, au lien entre diète et santé, et ce pour chaque individu. L'initiative de cet ouvrage est opportune, en ce qu'elle s'attache à revoir et actualiser les images anciennes, parfois dépassées. À commencer par détricoter les destins intimement liés de l'agriculture et de l'alimentation. Ceci est d'autant plus nécessaire que nous ne parvenons pas, presque logiquement, à nous défaire du regard porté sur ces liens au cours du XXe siècle. Si d'énormes progrès ont été réalisés en matière de production et de productivité agricole en moins d'un siècle, permettant fort heureusement de déjouer les projections et prédictions malthusiennes, il convient aujourd'hui de reformuler la question à traiter. Il ne s'agit plus de dire comment alimenter une population croissante, alors que nous savons par ailleurs que le croît démographique n'est plus, sauf en Afrique subsaharienne, le moteur premier de transformation des systèmes alimentaires. L'enjeu est plutôt de définir et mettre en œuvre les trajectoires et modalités permettant d'alimenter la planète, en tenant compte de leurs conséquences. En effet, il nous faudra, pour alimenter le monde et chacun de manière saine et durable, prendre soin des ressources renouvelables, atténuer les changements climatiques, générer emplois et revenus, renouer avec la fonction énergétique assignée à l'agriculture après l'exception historique d'une production quasi exclusivement dédiée à l'alimentation, et ce dans un contexte de perturbations politiques et de retour du protectionnisme, de perturbations environnementales, d'intenses transitions alimentaires et nutritionnelles liées à un processus urbanisation violent, de risques climatiques, sanitaires et énergétiques. Il était logique, alors que l'humanité vient de passer d'1 à 7 milliards d'individus en 2 siècles, de nous centrer ainsi au XXe siècle sur la capacité de production de l'agriculture pour que cette dernière surpasse un croît démographique inédit. Les révolutions qu'elle a connues ont en partie limité famines et guerres catastrophiques. Quitte à en oublier le reste. Elles ont dans le même temps généré une empreinte environnementale et sociale, posant question.
Et c'est aujourd'hui au système alimentaire dans leur globalité, compris comme l'ensemble des acteurs, institutions et interactions impliquées dans l'alimentation d'une population, comme dans leur diversité et leur pluralité qu'il faut s'intéresser. En repositionnant l'agriculture dans les mouvements en cours comme dans ceux à inventer, et en revisitant la place de la ville tant celle-ci est déterminante et fait peur par sa capacité à innover. Réintégrer dans l'analyse comme dans l'action la prise en compte des conséquences environnementales des modes de production, ou encore de la concentration liée à l'industrialisation de l'agriculture ne sera pas chose facile. Ceci nous amène, comme le montre l'ouvrage, à nous réoutiller. Nouveaux regards, nouveaux paradigmes comme nous y invite Jean-Louis Rastoin, nouveaux concepts et outils. Il est à cet égard intéressant de constater, et l'ouvrage le montre fort bien, comment contexte et concept évoluent concomitamment, au gré des oscillations entre oubli et crise, et comment se met en place, progressivement et parfois trop timidement, une gouvernance mondiale des systèmes alimentaires. Il est fondamental que l'ensemble des disciplines scientifiques y contribuent. Il l'est tout autant d'adosser et construire ces avancées à partir d'une confrontation de points de vue et d'expertises multiples, et parfois contradictoires, à l'exemple de la controverse concernant le produire plus. Sur ce point également, l'ouvrage nous montre la voie. Produire de nouvelles images représente une noble et ardente obligation de la science en ces temps d'intenses mutations. Savoir d'où l'on vient et comment nous projeter est essentiel. Nous inscrire dans l'histoire tout en modifiant le cours, en réconciliant les temps passés, présents et futurs, n'est-ce pas là l'essence même du développement durable ? Mais il faut pour cela nous défaire des lunettes anciennes, capter les signaux et ajuster nos regards et visions. Et peut-être quelque peu échapper à l'aphorisme d'Auguste Comte rappelé par Jean-Louis Rastoin dans cet ouvrage, savoir pour prévoir afin de pouvoir. Le futur est aussi rupture, comme le montrent les éclairages prospectifs présentés ici et il nous appartiendra d'imaginer et inventer ces futurs possibles. Il nous appartiendra également d'écrire une route qui ne peut se dessiner uniquement par projection, mais que les contributions rassemblées dans cet ouvrage permettent d'éclairer. À cet égard, l'innovation, en affirmant l'enchâssement de ses différentes dimensions, techniques comme organisationnelles, représente un enjeu majeur. En se fondant sur la proximité entre acteurs, producteurs et consommateurs, sur les solidarités et apprentissages qui en résultent, sur la spécificité de chaque contexte et situation, l'échelle infra-étatique territoriale est essentielle. Elle peut et doit contribuer au renforcement des capacités et aux démocraties. Elle est ainsi appelée à participer au changement que nous appelons de nos vœux, dans chaque situation comme à l'échelle globale. Mais elle ne saurait être suffisante, y compris s'il s'agissait de succomber à l'illusion de reproduire des expériences locales et territoriales prometteuses. À l'instar des rapports du panel d'experts de haut niveau, HLPE, du Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale, CSA, l'ouvrage illustre combien le changement nécessite l'agencement d'initiatives locales, de politiques publiques nationales dépassant les strictes approches sectorielles et facilitant la coexistence de systèmes alimentaires pluriels, et de cadres internationaux faits de conventions et d'accords impliquant institutions gouvernementales et ONG, et permettant cohérence et arbitrage. Les chapitres de cet ouvrage illustrent de manière originale l'ensemble de ces points et enjeux, et il faut en remercier les auteurs, de disciplines scientifiques, d'expertise et d'institutions variées. Gageons que ces contributions nous permettent, chacun à notre place, de dessiner si possible ensemble, un futur durable. Patrick Caron. Avant-propos. L'Académie d'agriculture de France, lointaine héritière de la Société d'agriculture de la Généralité de Paris, fondée en 1761 par Louis XV, réunit depuis cette époque les scientifiques et autres acteurs les plus éminents dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement. Elle constitue un creuset de disciplines multiples au sein duquel sont confrontées les idées, notamment par ses séances publiques hebdomadaires. Ses 300 membres français et 120 d'autres nationalités, originaires d'une cinquantaine de pays, sont répartis en 10 sections régulièrement réunies. L'objet de cette académie peut être résumé par le triptyque. Réfléchir sur les progrès dans ses domaines de compétences.
Expliquer les enjeux techniques, économiques, sociaux et environnementaux. Éclairer la société et les décideurs par des avis, rapports, revues, synthèses et ouvrages. La compagnie œuvre de plus en plus via des groupes de travail transversaux associant des membres de ses différentes sections et des personnalités extérieures, compétents et désireux de réfléchir et proposer sur des préoccupations majeures de la société. Ces groupes, au nombre d'une vingtaine actuellement, ont généralement une période d'existence limitée, bornée par l'achèvement de leurs travaux et la production d'un rapport ou d'un livre. Il en a été ainsi du thème Agriculture, filière et sécurité alimentaire. Le groupe de travail éponyme, animé par Jean-Louis Rastoin, a démarré ses travaux fin 2013 avec 31 membres de l'Académie appartenant à 8 de ses sections, confèrent-listes en fin d'ouvrage, et une dizaine d'autres spécialistes reconnus. Les travaux de ce groupe se sont inscrits dans le cadre qui suit. Le contexte d'insécurité alimentaire croissante dans de nombreux pays du monde et à l'échelle internationale suscite de nombreuses questions d'ordre technique, économique, social, politique et éthique, à la fois dans la communauté scientifique, dans la société civile et pour les décideurs. L'objectif est, en conséquence, d'identifier et de hiérarchiser ces questions, d'examiner les réponses proposées par les experts et de formuler des suggestions sur les grandes orientations à donner à l'action publique afin d'aller vers plus de sécurité alimentaire en France, en Europe et dans le monde. Il a d'abord été décidé des thématiques pertinentes pour traiter de ces problèmes complexes. Les concepts, la dynamique de la consommation, la production agricole et les filières agroalimentaires, la gouvernance, la régulation des marchés et les modèles de prospective. Au début de la réflexion, les participants ont pu préciser la problématique et la méthode de travail selon quelques points forts. La sécurité alimentaire est un concept évolutif au fil des doctrines et des politiques. Actuellement, on doit s'intéresser à la fois à la demande solvable et insolvable, ce qui met au centre des échanges les questions de pauvreté et de répartition de la nourriture disponible, et donc l'application du droit à l'alimentation, inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, en notant que les 2/3 des affamés sont des paysans ou des ruraux. Cette sécurité dépend des évolutions de la consommation alimentaire. Composition de la ration, comportement des consommateurs et gaspillage, croissance économique, démographique et urbaine. Les modèles de production afin d'assurer la sécurité alimentaire doivent évoluer pour prendre en compte des facteurs de plus en plus contraignants. Changement climatique, pression foncière, évolution technologique, financement, structure productive et évolution des filières. Le rôle des politiques publiques est devenu déterminant. Or, elles sont souvent insuffisantes au plan national, parfois ambiguës ou reposant sur des intérêts divergents au niveau international. Il n'y a pas de consensus intergouvernemental pour une lutte efficace contre l'insécurité alimentaire. L'échelle de gouvernance est importante à considérer. Nationale et régionale, prépondérante, internationale avec ses conflits d'intérêts et ses visions variées, mais aussi locale par les systèmes alimentaires territorialisés. Le groupe s'est réuni autant que nécessaire, permettant d'écouter puis de discuter d'interventions soigneusement préparées sur des thèmes dont l'ensemble forme le projet. Chaque audition a donné lieu à une note de synthèse incluant les questions, observations, interrogations et remarques des participants. L'Académie a ensuite tenu 2 de ses séances hebdomadaires publiques sur ce thème, les 22 janvier 2014 et 7 octobre 2015. Les auditions et échanges au sein du groupe ont ensuite conduit à élaborer un ouvrage en 5 parties. Un soin tout particulier a été mis dans la recherche du consensus entre les participants, afin d'aboutir à une production très actuelle et reflet des connaissances et des questions posées aux différents niveaux d'approche. Un fonctionnement itératif a permis d'aboutir à ce résultat. D'où ce livre établi selon le plan suivant. Besoins, attentes et comportements des consommateurs. Prospective des filières agroalimentaires. Innovation technique et organisationnelle. Institutions et gouvernance. Politique publique, société civile, sciences et sécurité alimentaire. Il est destiné aux décideurs publics et privés, à la sphère académique et aux étudiants concernés, mais également à toute personne soucieuse de trouver, sous un volume réduit, des éléments de réponse aux questions que chacun peut se poser sur un sujet aussi capital pour le futur de l'humanité. Christian Ferraud.
Introduction, la sécurité alimentaire, concept et enjeux. Jean-Louis Rastoin. La sécurité alimentaire est un concept apparu dans les années 1970 pour caractériser une démarche de lutte contre un déficit calorique et un état de faim. Il a par la suite évolué dans les années 1990, à la suite de plusieurs crises sanitaires survenues en Europe, vers une approche qualitative, notamment nutritionnelle, pour enfin intégrer au tournant des années 2000 des critères de durabilité. Aujourd'hui, on utilise fréquemment le terme d'insécurité alimentaire, car il traduit mieux la situation mondiale, avec plus de 40% de la population frappée par une forme ou une autre de malnutrition. L'objectif d'une sécurité alimentaire durable constitue donc l'un des enjeux majeurs du XXIe siècle. 1. La longue quête de la sécurité alimentaire. La question de la faim et des famines, et donc de l'insécurité alimentaire classique, est une question aussi vieille que l'Homo sapiens, car liée aux ressources biologiques naturelles puis artificialisées avec l'apparition de l'agriculture au néolithique il y a plus de 10 000 ans, ces ressources étant elles-mêmes dépendantes de conditions agroclimatiques. Cependant, les spécialistes attribuent beaucoup plus les famines à des causes anthropologiques, principalement politiques et militaires, qu'à des catastrophes naturelles. Famine et maladies d'origine alimentaire. Pendant des siècles, un difficile équilibre entre la population et les ressources alimentaires a été recherché. Souvent rompu, il a conduit à d'épouvantables famines, dont les plus récentes ont concerné certains pays d'Afrique ou d'Asie. Contrairement à une opinion largement répandue, inspirée par le positivisme comtienne, le XXe siècle a causé bien plus de ravages par la famine que tous les siècles qui l'ont précédé. Un spécialiste de l'Université du Sussex, S. Devereux, estime à plus de 75 millions le nombre de morts de faim entre 1903 et 1998, contre 2 millions au XVIIe, 10 millions au XVIIIe et 25 millions au XIXe, dont plus d'1 million de personnes en Irlande entre 1845 et 1850. Cette évolution correspond à une aggravation dans le temps de la mortalité par famine jusqu'au milieu du XXe siècle, avec un facteur de progression de 37 fois entre le XVIIe et le XXe siècle, alors que la population n'a été multipliée que par 8 dans le même temps. Sur les 32 famines de grande ampleur recensées au siècle dernier, 11 sont imputables à des catastrophes naturelles, sécheresse dans 9 cas, inondations et tremblements de terre dans 1 cas, et 21 à des causes humaines, conflits armés parfois aggravés par des sécheresses et politiques gouvernementales, Devereux 2002. On relève en particulier les génocides par la faim perpétrés par Staline en Ukraine, 7 à 8 millions de morts entre 1932 et 1934, Mao Tse-tung en Chine, 30 à 33 millions de morts lors du Grand Bond en avant de 1958 à 62, et Pol Pot au Cambodge, 1,5 à 2 millions de morts en 1979. Au total, la folie des dictatures s'est révélée bien plus meurtrière que les éléments puisque les 3/4 des victimes ont été privées de nourriture du fait de déplacements massifs de population ou de guerre. Nous sommes alors sur le registre de décisions totalement exogènes au système alimentaire, qui ne peuvent qu'inspirer l'appel à la raison et à la sagesse, mais qui posent néanmoins le problème de l'acheminement de nourriture en situation de crise et de l'aide alimentaire. Dans les années 1950, la sous-alimentation, entendue comme un déficit calorique produisant la sensation de faim, faisait des ravages et concernait environ le tiers de l'humanité, principalement dans les pays du Sud. Josué de Castro, géographe brésilien et figure emblématique des organisations internationales, décrivait une géopolitique de la faim, liée à la pauvreté et frappant principalement les zones rurales, de Castro, 1951. En ces temps de bipartition politique et idéologique du monde et de guerre froide, le souhait des pays non alignés était de s'affranchir des importations en provenance des pays du Nord en développant leurs agricultures. Les fondements de cette conception de la sécurité alimentaire sont cependant plus anciens et plus larges. Ils remontent à la Conférence internationale de Hot Springs, États-Unis, en 1943, au cours de laquelle l'ambition des gouvernements présents était de mettre l'humanité à l'abri du besoin alimentaire, qui devait conduire à la création de la FAO en 1945 et à une mention, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 du droit à l'alimentation,
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation. Article 25. Les Nations Unies se sont, dans cette perspective, dotées d'un rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation, Jean Ziegler, puis Olivier De Schutter. La création du World Food Council en 1974 lors de la première conférence mondiale de l'alimentation à Rome, s'inscrit encore dans cette optique quantitative de la sécurité alimentaire. Le tournant qualitatif est pris lors de la seconde conférence mondiale de l'alimentation à Rome en 1996, avec une définition de la sécurité alimentaire proche de celle du CSA, Conferinfra. Les crises sanitaires d'origine alimentaire, liées à des problèmes bactériologiques, toxicité, remontent également loin dans le temps. Que l'on songe, par exemple au mal des ardents ou ergotisme dû à une mycotoxine parasite du seigle qui aurait tué en l'an 994 plus de 40 000 personnes en France, et causé de nombreux morts depuis le Moyen-Âge jusqu'au milieu du XXe siècle, Delegue 2002. Ces crises de la qualité de nos aliments ont été fortement médiatisées depuis 1995, date de l'encéphalopathie spongiforme bovine, ESB, et ont impulsé à cette date l'émergence de la notion de sûreté alimentaire en Europe et dans les pays riches, puis abouti à l'élargissement de la définition première de la sécurité alimentaire traitée ci-dessus. La montée des maladies de l'excès alimentaire, et notamment de l'obésité, justifie ainsi une nouvelle approche dite de sécurité alimentaire et nutritionnelle aujourd'hui promue par les agences spécialisées des Nations Unies. FAO Agriculture, OMS, Santé et UNICEF, Enfance. Une conception évolutive de la sécurité alimentaire. Selon ces organisations intergouvernementales, la sécurité alimentaire et nutritionnelle existe lorsque tous les êtres humains ont à tout moment un accès physique, social et économique à une nourriture saine dont la quantité consommée et la qualité sont suffisantes pour satisfaire les besoins énergétiques et les préférences alimentaires des personnes, et dont les bienfaits sont renforcés par un environnement dans lequel assainissement, les services de santé et les pratiques de soins sont adéquats, le tout permettant une vie saine et active. CSA 2012. Dans cette définition, l'accent est mis sur deux points importants, la santé et la culture. La santé est de nature psychosomatique, avec la référence à la non-toxicité bactériologique, chimique ou physique des aliments et à l'équilibre des diètes, d'une part, et à l'impact psychique de l'acte alimentaire d'autre part. Ceci soulève la question de comportement de consommation, commensalité et convivialité des repas. L'aspect culturel de l'alimentation concerne la manière de s'alimenter, toujours hérité d'une longue histoire, Malassi 1997. Il manque toutefois dans la définition du CSA une dimension importante si l'on se place dans une optique de développement durable global, la façon de produire les aliments. En effet, le mode de production et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires influence profondément la consommation et peut être générateur d'externalités négatives irréversibles ou faiblement réversibles sur la santé publique, l'environnement et l'emploi, et ne pas être équitable au sens d'une gouvernance participative et d'un juste partage de la valeur créée entre les acteurs du système alimentaire. Toutes les civilisations sont fondées, ou font une large place sur la production et la consommation des aliments. L'alimentation embrasse tout entière l'histoire de l'humanité, comme l'a très justement indiqué Massimo Montanari de l'Université de Bologne, Montanari 1995. En conséquence, le concept de sécurité alimentaire tel que proposé par le CSA doit nécessairement être élargi à tous les critères du développement durable. Équité, alimentation de qualité pour tous et partage de la valeur créée dans les filières de production, gestion patrimoniale des ressources naturelles, système productif respectant l'environnement au sens large, y compris les paysages, efficience économique, codécision interacteurs. Comme d'autre part, le terme de sécurité alimentaire et nutritionnelle est à la fois redondant. La qualité nutritionnelle est une condition nécessaire et non suffisante de la sécurité alimentaire et restrictif. La nutrition n'est pas et ne doit pas être le seul garant de la qualité alimentaire. Les qualités organoleptiques et culturelles des aliments sont tout aussi importantes du point de vue socio-anthropologique et biologique. Nous proposons, sur la base des définitions de la FAO puis du CSA, la formulation suivante.
La sécurité alimentaire est une situation caractérisée par une possibilité d'accès physique, social et économique, à tout moment, de tous les êtres humains, individuellement et collectivement, à une nourriture saine dont la quantité consommée et la qualité sont adéquates pour satisfaire les besoins biologiques et les préférences alimentaires et culturelles de chacun dans un objectif de bonne santé. La sécurité alimentaire implique que l'ensemble du système alimentaire doit être en mesure de satisfaire aux critères d'un développement durable. Il en résulte que la sécurité alimentaire suppose réunir un certain nombre de conditions. La disponibilité des aliments, assurée par la production locale et le cas échéant par des importations, la diversité et la qualité, nutritionnelle, organoleptique et culturelle, des produits, l'accès aux aliments, physiques, économiques et sociaux, le choix et l'utilisation raisonnée des produits, information claire et niveau suffisant de formation des consommateurs, conditions hygiéniques de consommation, la présence des apostrophes, un dispositif de soins adapté aux maladies d'origine alimentaire, des modes de production et de commercialisation des aliments conformes aux critères du développement durable, Rastoin, 2013. Insécurité alimentaire, en Méditerranée. Dans les pays du sud et de l'est de la Méditerranée, PSEM, on peut parler d'une triple insécurité alimentaire, en termes de santé du consommateur, de dépendance extérieure et de fragilité et instabilité du système productif. La sous-alimentation y est relativement réduite, mais stagnante. On observe en revanche une prévalence élevée de certaines de ces maladies, dont l'obésité, le diabète, les affections cardiovasculaires. Les pays du Maghreb et l'Égypte affichent une dépendance croissante des marchés extérieurs pour leur alimentation. Plus de 70 milliards de dollars d'importations en 2015, en particulier en céréales et oléoprotéagineux qui constituent la base de leur diète. Cette dépendance creuse les déficits publics tant au niveau de la balance commerciale que du budget. Les récentes révolutions dans la région ont pointé la question lancinante du sous-développement rural, dans lesquels l'avenir est handicapé par la montée de nouvelles contraintes, épuisement des ressources en eau, dégradation des sols, pression foncière accrue, chômage de masse, changement climatique, etc. L'enjeu d'une sécurité alimentaire durable est central et invite à définir rapidement de nouvelles politiques alimentaires et agricoles. La région méditerranéenne possède deux atouts exceptionnels pour construire une sécurité alimentaire partagée, une communauté culturelle et naturelle autour de sa diète alimentaire reconnue par les nutritionnistes du monde entier et un espace euro-méditerranéen géostratégique de proximité, Rastoin, 2015. 2. Le lourd bilan de l'insécurité alimentaire mondiale. Environ 3 milliards de personnes sur les 7,4 que compte aujourd'hui notre planète, soit 40%, souffrent de malnutrition par défaut ou par excès. C'est le constat d'un échec de grande ampleur. Déficit et excès alimentaire. Le déficit alimentaire concerne un apport calorique ou en micronutriments insuffisant. En moyenne, il faut apporter 2200 kcal par jour pour satisfaire aux besoins physiologiques du corps humain. En dessous apparaissent la sensation de faim, puis la sous-alimentation pouvant aboutir à la mort. La FAO chiffrait en 2014 à 2016 le nombre de sous-alimentés chroniques dans le monde à 793 millions, 11% de la population mondiale, dont l'écrasante majorité, 778 millions dans les pays en voie de développement, 13% de leur population, FAO et AL, 2015. L'essor des pays émergents, qui sont parvenus à faire reculer de manière importante la pauvreté chez eux, a permis de diminuer en valeur absolue de plus de 200 millions de personnes le nombre de sous-alimentés depuis le début des années 1990. Seule l'Afrique subsaharienne voit encore ce nombre augmenter, 230 millions en 2015 contre 210 en 2000, du fait de sa démographie et de sa difficulté à diffuser sa croissance économique vers les catégories les plus pauvres de sa population. Même en Asie, le nombre des sous-alimentés est encore de 512 millions, malgré une diminution de 230 millions depuis 1990. La question de la faim dans le monde demeure en conséquence critique.
L'insuffisance alimentaire qui caractérise une ration énergétique trop faible par rapport aux besoins physiques pour mener une vie saine, touche plus de 1,2 milliard d'individus en 2015, soit 17% de la population mondiale. Mais il existe une autre forme de carence alimentaire, l'insuffisance en vitamines et oligo-éléments, dont principalement les acides aminés essentiels, le fer et l'iode, qui toucherait 2 milliards de personnes dont les sous-alimentés. D'un autre côté, les maladies d'origine alimentaire, principalement obésité, pathologies cardiovasculaires, diabète, certains cancers, ont considérablement progressé dans les dernières décennies, de manière foudroyante si l'on se situe à l'échelle historique, et touchent plus d'1 milliard de personnes. Les statistiques de l'OMS montrent que près de la moitié de la mortalité mondiale serait imputable directement ou indirectement à des maladies d'origine alimentaire. On est donc en présence d'un phénomène de santé publique majeur, avec d'énormes impacts socio-économiques et une interrogation d'éthique sociétale très préoccupante. Des modes de production peu durables. L'insécurité alimentaire peut aussi s'évaluer à travers d'autres externalités négatives dans les processus de production et de consommation alimentaire par prélèvement sur des ressources naturelles souvent non renouvelables, nuisances environnementales et gaspillage. Selon l'UNESCO, 70% de l'eau utilisée dans le monde sont consacrés à l'irrigation, 20% à l'industrie et 10% à l'approvisionnement en eau potable. UNESCO 2008. L'agriculture est donc de loin le premier utilisateur d'eau. Les spécialistes estiment qu'il faut au Proche-Orient 15 000 litres d'eau pour produire 1 kg de viande bovine, 6 000 L pour 1 kg de viande de volaille, 1 500 L pour 1 kg de céréales ou de légumineuses, 1 000 L pour 1 kg d'agrumes. FAO, 1997. Dans le cas d'exportation de produits agricoles, on parle d'eau virtuelle pour caractériser ce détournement d'eau nationale pour satisfaire un marché étranger, ce qui pose la question de l'orientation productive. Vaut-il mieux, toutes choses égales par ailleurs, exporter des tomates marocaines en Europe et importer du blé français au Maroc ou produire plus de tomates en Europe et plus de blé au Maroc? Le système alimentaire est également énergétivore. Si, en France, moins de 3% de la consommation énergétique totale est imputable à l'agriculture, en cumulant les secteurs de l'agrofourniture, de l'industrie agroalimentaire, des emballages et de la logistique, c'est près du quart de l'énergie totale qui est utilisée pour produire, commercialiser et cuisiner nos aliments. Les pollutions de toute nature imputables au système alimentaire sont importantes, notamment en raison des produits chimiques et pharmaceutiques abondamment utilisés en agriculture. Ces nuisances s'ajoutent à l'émission de gaz à effet de serre. 20% sont imputables en France à l'agriculture et au moins autant à la fabrication industrielle, au transport et à la préparation des aliments. Le système alimentaire est peu efficient si l'on considère le niveau élevé de perte entre le champ de l'agriculteur et le lieu de vente, et de gaspillage entre le point d'achat et la consommation réelle. Les pertes sont estimées. Au total, ce serait 1,3 milliard de tonnes de nourriture qui seraient perdues, soit le tiers de la production alimentaire mondiale, environ 100 kg habitants dans les pays à haut revenu et 10 fois moins dans les pays pauvres. C'est au niveau final de la chaîne alimentaire et dans les pays riches que le gaspillage est le plus important. Le quart de la nourriture achetée y serait jetée, Gustafsson et al., 2012. L'insécurité alimentaire s'explique donc à la fois par les modèles de production et de consommation. Le diagnostic rapide qui vient d'en être fait montre que les deux systèmes alimentaires qui sont les plus répandus dans le monde, le système agro-industriel qui est aujourd'hui majoritaire puisqu'il concerne près de 60% de la population mondiale et le système traditionnel d'autosubsistance familiale ou villageoise, ne sont pas satisfaisants dans une optique de développement durable. En même temps, le diagnostic suggère des pistes d'action qui sont à l'œuvre, mais ne parviendront probablement pas à une amélioration substantielle de la sécurité alimentaire. Le défi qui est posé à l'humanité à l'horizon de 2 générations 2050 est ainsi de nourrir durablement près de 10 milliards de personnes, dont 3,3 milliards dans les mégalopoles de plus d'1 million d'habitants et les 2 tiers en milieu rural, urbain et dans des villes de taille petite à moyenne. Dans ce contexte, la diversité, la proximité et la gouvernance des systèmes alimentaires constituent des leviers décisifs pour sortir de l'insécurité alimentaire. 3. Les causes de l'insécurité alimentaire.
De nombreuses études mettent en avant la pauvreté comme première cause d'insécurité alimentaire, par exemple Smith et al. 2000, INS et CRES, 2013. L'accès à la nourriture est conditionné en premier lieu par sa disponibilité, et dans le cas où cette disponibilité existe, par la capacité d'acquisition des ménages. Cette capacité est d'autant plus limitée que les revenus sont faibles. La première loi d'Engels stipule que plus les revenus sont bas, plus les débours consacrés à l'alimentation sont élevés. Dans les pays les moins avancés économiquement, les dépenses alimentaires absorbent plus de la moitié des dépenses totales des ménages. Dans ces conditions, on comprend que les ménages les plus pauvres sont aussi les plus touchés par l'insécurité alimentaire aussi bien quantitative que qualitative. Les classes sociales défavorisées sont également les plus vulnérables à la hausse des prix des aliments de base, comme on a pu l'observer lors de la crise des marchés de 2007 à 2008. La globalisation fait que les modèles de consommation locaux sont érodés et que les produits traditionnels qui les forment disparaissent des filières locales de production, entraînant des cessations d'activité en milieu rural et donc une amplification de la pauvreté. Simultanément, les importations alimentaires vont s'accroître, avec une instabilité des prix transmise par les marchés internationaux. En outre, du fait de la concentration urbaine, on observe l'apparition de zones mal desservies par les canaux de distribution, créant des déserts alimentaires sans production ni commerce, rendant difficile un accès physique à la nourriture et créant une précarité alimentaire. Ce phénomène est observable aussi bien dans les pays pauvres que dans les pays riches. L'inadéquation de systèmes alimentaires aux besoins des populations est ainsi une seconde cause de l'insécurité alimentaire. Une troisième cause résulte de l'insuffisance de l'éducation alimentaire des consommateurs, du déficit d'information sur les produits ou des dérives induites par un marketing peu responsable, enfin des lacunes des dispositifs de contrôle de la qualité des aliments et de sanction des fraudes. Une quatrième cause concerne le manque de prévention des maladies infectieuses et chroniques d'origine alimentaire ou la faible priorité accordée à leur guérison, qui se traduisent d'abord au niveau de la faible place accordée à l'alimentation dans les formations des professionnels de la santé, puis à celui des investissements dans les infrastructures sanitaires spécialisées. La cinquième cause identifiable de l'insécurité alimentaire tient à l'incomplétude, au manque de coordination ou à l'absence des politiques publiques dans le domaine alimentaire. Ainsi, l'alimentation constitue rarement un département ministériel à part entière. Elle relève généralement de plusieurs administrations, agriculture, industrie, commerce et artisanat, santé, économie et finances, ayant chacune leur culture, leur logique d'action et leur budget. Il s'ensuit le plus souvent une cacophonie bureaucratique peu propice à l'émergence ou à la consolidation d'une sécurité alimentaire nationale. Ce phénomène est amplifié à l'échelon des organisations intergouvernementales. Nommer ces causes de l'insécurité alimentaire, c'est suggérer des pistes d'action, lutter contre la pauvreté, qui figure par ailleurs au premier rang des objectifs du développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030, mettre en place de véritables politiques alimentaires nationales et internationales incluant des volets dédiés à la qualité et à l'environnement sanitaire, substituer des modèles de production et de consommation alimentaire fondés non plus sur la globalisation, mais sur la territorialisation. Conclusion, vers un changement de paradigme ? Le monde a accompli d'immenses progrès depuis la révolution industrielle, qui s'est accompagnée d'une révolution sociétale, et ces progrès se répandent lentement dans l'ensemble de la planète. Il traverse aujourd'hui une crise de grande ampleur, mais il ne faut pas sombrer dans un pessimisme attentiste. Le terme de crise vient du grec krisis qui signifie à la fois moment périlleux et décision. La crise doit donc déboucher sur un nouveau paradigme qui pourrait s'inspirer du concept de développement durable fondé sur des valeurs multiples. Éthique, équité, environnement, économie et gouvernance participative. Dans le système alimentaire, il s'agit d'assurer la transition entre un modèle agro-industriel globalisé et un modèle de proximité territorialisé privilégiant la qualité organoleptique et culturelle des produits, restaurant le rôle social de l'alimentation et rapprochant les entreprises dans les filières. Un tel système suppose plus de RSG, responsabilité sociale globale, plus de RSE, responsabilité sociale d'entreprise,
plus de transparence, plus d'innovation et surtout plus d'éducation alimentaire de la maternelle à l'université du troisième âge. Pour conclure, on peut convoquer le philosophe Auguste Comte dont l'aphorisme « Savoir pour prévoir afin de pouvoir » 1844, nous suggère que toute recherche à ambition de praxis doit mobiliser savoir tacite et savoir codifié dans une approche pluridisciplinaire et holiste guidée par des valeurs humanistes. Finalement, ce qui a été mis en évidence pour l'une des fonctions essentielles des sociétés humaines, l'alimentation, pourrait fort bien s'appliquer aux autres domaines, se loger, se soigner, s'éduquer, se distraire. Référence bibliographique. Castro Gide 1951. Geopolítica da Fome, Casa do Estudante do Brasil Rio de Janeiro, trad. Française, 1952, Géopolitique de la faim, économie et humanisme, les éditions ouvrières, Paris. CSA 2012. S'entendre sur la terminologie, sécurité alimentaire, sécurité nutritionnelle, sécurité alimentaire et nutrition, sécurité alimentaire et nutritionnelle, Comité de la sécurité alimentaire mondiale, 39e session.va, CFS 2012-39 car, Rome, 17 p. Delegue 2002. Le feu Saint-Antoine et l'étonnante intoxication ergotée. Contribution à l'étude du mal des ardents et de l'ergotisme, édition. Armin Édiculture, 2002. Devrees, 2002. Famine in the 20th Century, IDS Working Paper and Degré 105, University of Sussex, Brighton. De Schutter au 2014. Rapport soumis par le rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation. Rapport final, le droit à l'alimentation, facteur de changement, Assemblée générale des Nations Unies, Conseil des droits de l'homme, 25e session, AHRC 2557e, New York, 30 p. FAO, 1997. Water Resources of the Near East Region, à Review, Roma. FAO, FIDA et PMA, 2015. L'état de l'insécurité alimentaire dans le monde 2015. FAO Rome, 66 p. Gaka à Gabriel J., Dolé JB, Faverdier P., Van der Werf H. 2014. Le potentiel d'atténuation des gaz à effet de serre en production bovine. Innovations agronomiques 37, Paris, 67 à 81. Gustafsson J., Cederberg C., Sonnesson U., Van Otterdeck Hermébec A., 2012, Pertes et gaspillages alimentaires dans le monde FAO, Rome, 42 p. INS et CRES, 2013. Analyse de l'impact des subventions alimentaires et des programmes d'assistance sociale sur la population pauvre et vulnérable, Banque africaine de développement et INS, Tunis, 52 p. Malassiel, 1997. Les trois âges de l'alimentaire, Traité d'économie agroalimentaire, tome 2, ed. Cujas, Paris, 367 p. Montanari Monsieur, 1995. La faim et l'abondance, Histoire de l'alimentation en Europe, Col. Faire l'Europe, Seuil, Paris, 296 p. Rastoin JL 2015. La sécurité alimentaire en Méditerranée, l'impératif d'une vision stratégique régionale, Annales de l'INRAT, volume 88, Tunis, 144 am 163. Rastoin JL 2013. Insécurité alimentaire, état des lieux et stratégie d'éviction, sens dessous, 12, ed. Parole, La Roche-sur-Yon 4 à 16. Rastoin JL Guercy G 2010, Le système alimentaire mondial, concept et méthode, analyse et dynamique, édition. Quae Paris 565 p. http://www.quae.com/r/fr/le-système-alimentaire-mondial.html. Smith LC, L. Obed Jensen HH 2000. The Geography and Cause of Food Insecurity in Developing Countries, Agricultural Economics, volume 22, issue 2, 199 à 215. UNESCO 2008, Programme hydraulique international, FI Paris. Première partie, besoins, attentes et comportements des consommateurs. Chapitre 1. Comment satisfaire les besoins alimentaires de l'humanité à l'horizon 2050. André Neveu. En ce début du XXIe siècle, l'agriculture mondiale poursuit le développement et la modernisation qu'elle a amorcé au milieu du siècle précédent. Car les besoins à satisfaire continuent de croître à un rythme rapide.
L'humanité sera-t-elle capable d'y répondre ou des tensions nouvelles sont-elles à craindre? 1. L'accroissement de la production agricole sera-t-il suffisant pour satisfaire l'ensemble de ses besoins? Pour la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la production alimentaire mondiale doit augmenter de 60% d'ici 2050 si on veut satisfaire l'ensemble des besoins de l'humanité. L'importance de ce chiffre résulte de la conjonction de plusieurs facteurs. Tout d'abord l'accroissement naturel de la population mondiale qui, bien qu'en diminution par rapport à celui observé au XXe siècle, reste élevé. En effet, les Nations Unies prévoient que la population devrait passer de 7,02 milliards de personnes en 2013 à 9,55 en 2050, soit une augmentation de 35% des bouches à nourrir. Le second facteur pris en considération résulte de notre devoir collectif, de faire enfin disparaître la faim dans le monde qui touche encore 800 millions de personnes. Enfin, il faut tenir compte de l'aspiration légitime de plusieurs centaines de millions de personnes issues des nouvelles classes moyennes des pays en transition, à diversifier leur alimentation, en particulier en consommant plus de viande. L'alimentation humaine provient principalement des récoltes issues des terres cultivées, environ 1570 millions d'hectares aujourd'hui, que ces récoltes soient directement consommées par l'homme, souvent après traitement par les industries alimentaires ou transformées en production animale, viande ou lait. Il s'y ajoute aussi la production des pâturages, la pêche et la pisciculture. Les pâturages couvrent 3370 millions d'hectares à la surface du globe. C'est énorme. Malheureusement, les bonnes prairies sont plutôt l'exception tandis que les zones désertiques ou semi-désertiques sont immenses, en particulier celles allant de l'Afrique occidentale à la Mongolie en passant par les pays méditerranéens, le Moyen-Orient et les plateaux de l'Asie centrale. Or ces pâturages, souvent parcourus par des éleveurs nomades, sont très peu productifs car mal entretenus et surpâturés. De plus, les défrichements passés ou futurs font disparaître les meilleures prairies et réduisent d'autant le potentiel de production de ces espaces. La pêche, essentiellement maritime, joue un rôle important dans l'alimentation de nombreuses populations du monde, en particulier grâce à sa contribution à l'alimentation protidique. Les quantités de poissons ainsi obtenues ont beaucoup augmenté au point que l'on atteint maintenant une situation de surpêche, interdisant d'espérer toute augmentation future et même laissant probablement craindre une diminution des volumes ainsi recueillis. En revanche, la pisciculture sous ses différentes formes s'est beaucoup développée, notamment en Asie au cours de ces dernières décennies. Ce développement est appelé à se poursuivre dans l'avenir malgré les inconvénients qu'il engendre. Destruction des mangroves le long des côtes maritimes, prélèvement sur les ressources en eau douce, pollution des bassins en exploitation, nécessité de grandes quantités d'aliments pour nourrir les poissons. Toutefois, l'apport net de la pêche et de la pisciculture à la satisfaction des besoins alimentaires supplémentaires en 2050 ne devrait pas dépasser 2%. On pourrait aussi espérer améliorer un peu l'équilibre entre la production agricole et les besoins en réduisant les multiples pertes et gaspillages de produits agricoles et alimentaires, ainsi qu'en luttant contre le surpoids et l'obésité qui frappent 1,5 milliard de personnes dans le monde. Malheureusement, malgré les efforts méritoires réalisés dans ces deux domaines, les marges de progrès réelles sont bien minces. Et il est douteux qu'elles puissent modifier de manière significative la situation au cours des prochaines années. 2. Surface et rendement agricole. L'essentiel de l'accroissement de production agricole à réaliser d'ici 2050 reposera donc sur l'accroissement de la production provenant des terres arables et des cultures permanentes. Cet accroissement peut résulter d'une augmentation des superficies cultivées, d'une augmentation des rendements des cultures. Les surfaces cultivées augmentent, mais lentement. Entre 1961 et 2013, les surfaces cultivées dans le monde sont passées de 1367 millions d'hectares à environ 1570 millions, soit en 52 ans une augmentation significative, régulière, mais modeste de 203 millions d'hectares, plus 0,25% par an. Pour la FAO, cet accroissement devrait se poursuivre avec 125 millions d'hectares cultivés supplémentaires d'ici 2050, pour l'essentiel, augmentation réalisée d'ici 2020.
Cette augmentation de 8% ne peut que contribuer faiblement à l'accroissement de 60% de la production agricole, qui est attendue pour cette date. Mais d'autres organisations comme l'INRA ou le CIRAD estiment que cet accroissement des surfaces cultivées pourrait être beaucoup plus important. Un de leurs scénarios fait état de 590 millions d'hectares supplémentaires d'ici 2050. C'est énorme, puisque cela reviendrait à mettre en culture plus du tiers des surfaces cultivées aujourd'hui. Il faudrait alors labourer d'importantes superficies actuellement en pâturage, et sans doute défricher de nombreux espaces boisés. Mais il faut bien prendre en compte les superficies qui sont abandonnées en raison de la dégradation des sols, de la faiblesse des rendements obtenus ou de l'urbanisation, soit au total environ 8 à 10 millions d'hectares chaque année. Si on tient compte de ces divers abandons, ce sont seulement 250 millions d'hectares supplémentaires qui viendraient s'ajouter aux 1570 déjà cultivés. Même dans cette hypothèse optimiste, la contribution de l'accroissement des superficies à la satisfaction des besoins alimentaires en 2050 ne dépasserait pas 16%, soit seulement un quart des besoins totaux. Il apparaît donc évident que l'essentiel de l'accroissement de production agricole qui sera nécessaire d'ici 2050 devra provenir de l'augmentation des rendements des cultures. L'importance majeure de la poursuite de l'augmentation des rendements. Nous savons que les rendements d'un certain nombre de grandes cultures ont très fortement augmenté au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Ces augmentations ont été rendues possibles par un ensemble de progrès concomitants portant sur la génétique végétale, et aussi animale, les apports d'engrais, la multiplication des moyens de lutte contre les parasites et ravageurs et le développement de l'irrigation. Les pays industrialisés ont été les premiers à en bénéficier, mais la révolution verte a aussi permis à de nombreux pays, notamment asiatiques, d'accroître leur rendement de manière très significative. En revanche, les progrès des pays de l'Afrique subsaharienne furent beaucoup plus modestes. Il est vrai que les évolutions en matière de potentiel génétique ont en priorité porté sur les cultures les plus répandues dans le monde comme le blé, l'orge, le riz, le maïs ainsi que les principaux oléagineux comme le colza, le soja ou le palmier à huile. D'autres productions n'ont pas fait l'objet de recherches agronomiques poussées, voire pas de recherche du tout. Il s'agit bien souvent de cultures qui sont pour l'essentiel autoconsommées, ou vendues sur les marchés locaux par les petits paysans des pays en voie de développement. Ce sont les cas du mil, du sorgho ainsi que de nombreux tubercules, fruits et légumes. Un gros effort de la part des chercheurs doit donc être organisé afin de rattraper rapidement ce retard. Or, une constatation assez inquiétante a été faite ces dernières années. On observe en effet un fléchissement significatif de l'accroissement des rendements des cultures dans les pays industrialisés, alors que les travaux sur l'amélioration des plantes se poursuivent normalement. Il en est ainsi du blé ou de l'orge en Europe occidentale depuis une vingtaine d'années, ainsi que plus récemment, il est vrai dans une moindre mesure, du maïs. Il en est de même en Chine et en Inde pour les rendements du riz. Après l'expansion de la seconde moitié du XXe siècle, une réduction de cette croissance des rendements serait supportable à condition qu'elle ne se généralise pas et qu'elle ne conduise pas à une croissance médiocre, voire à une stagnation des rendements après la très forte augmentation du siècle passé. Dans les pays qui souffrent d'une pluviométrie insuffisante, le recours à l'irrigation constitue évidemment une solution pour accroître la production agricole. Beaucoup de pays ont déjà réalisé d'importants investissements dans ce domaine, soit en construisant des barrages sur les fleuves et rivières, soit en procédant à des forages dans les nappes phréatiques. Aujourd'hui, 18% de la surface cultivée est irriguée et contribue pour plus de 35% à la production agricole mondiale. C'est considérable. Mais depuis une quinzaine d'années, les investissements nouveaux se font plus rares ou sont moins productifs, en raison par exemple de l'épuisement de certaines nappes phréatiques trop sollicitées. Peut-on espérer à nouveau un gros effort des gouvernements en matière d'irrigation ? Sans doute. Mais il faut rappeler que dans beaucoup de pays, les sites les plus intéressants sont maintenant équipés, et que le coût de la construction des barrages est très élevé tandis que les conséquences sur l'environnement sont de mieux en mieux prises en considération. Certes, on sait que l'Afrique subsaharienne est largement sous-équipée en matière d'irrigation. Mais le contexte socio-économique souvent difficile
conduit à être prudent sur l'expansion des zones irriguées dans cette partie du monde. Tableau 1. Évolution des terres irriguées dans le monde. Unité, millions d'hectares. Source, d'après FAO sauf année 2050. Au total, il semble probable que la contribution de l'irrigation à l'accroissement de la production agricole à réaliser d'ici 2050 sera réelle, mais restera inévitablement limitée. L'augmentation des rendements des cultures pluviales reste donc essentielle à la satisfaction des besoins alimentaires futurs. 3. La menace que constituent les changements climatiques pour la production agricole. La réalité des conséquences sur la production agricole des changements climatiques en cours ou futurs est maintenant une certitude que personne ne conteste. Mais il est beaucoup plus difficile d'en prévoir l'ampleur, les limites géographiques des zones concernées, positivement ou négativement, et les délais de leur manifestation. On peut toutefois déjà affirmer que la localisation de certaines productions sera modifiée et qu'il faut envisager l'hypothèse d'une baisse des rendements moyens pour de nombreuses cultures. Par exemple, dans l'hémisphère nord, le réchauffement climatique conduira, et parfois conduit déjà, à une remontée vers le nord des différentes zones de culture telles que les céréales, la betterave à sucre, la vigne ou les arbres fruitiers. La situation sera plus critique dans les régions déjà relativement sèches, qui seront plus durement touchées par une insuffisance chronique de la pluviométrie ou par des températures excessives pendant la période de culture. Or, beaucoup de régions grosses productrices de blé, comme l'Australie et tous les pays du Maghreb ou du Moyen-Orient, manquent déjà d'eau, au moins certaines années. Et on voit mal quelle culture pourrait se substituer au blé, au moins avec des rendements comparables. Dans d'autres régions, c'est la montée des eaux des océans qui peut conduire à abandonner l'activité agricole. Ce serait le cas dans les grands deltas de l'Asie aux terres fertiles et aujourd'hui très peuplées. La multiplication des cyclones, inondations ou divers autres accidents climatiques est également vraisemblable avec des effets localisés certes, mais toujours négatifs sur la production agricole. À l'inverse, de nouvelles zones de culture pourraient être gagnées sur les forêts du nord du Canada et du continent euro-asiatique qui vont pouvoir bénéficier du réchauffement climatique et de l'allongement de la période de culture. Tous les agriculteurs vont donc devoir s'adapter à un nouvel environnement climatique. Cette adaptation posera une multitude. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.